Smart Home et Autiste Productions présente l'extraordinaire histoire du syndrome de Mime. Saison 1, épisode 2. Previously on Mime. Sur l'idée farfelue d'un stagiaire quelconque, une célèbre émission de télévision révèle la présence d'un nouveau mal appelé le syndrome de Mime, ou la non-assistance à personne proche en danger. Le premier témoignage d'Irène y est sans appel. Le syndrome, après avoir torpillé la vie de son ex-mari, lui ruine maintenant la vie, sa vie à elle, Irène. La psy de plateau a déjà tout bien expliqué, des gros problèmes terribles de ces égoïstes pas comme les autres, qui font pourtant tout bien comme les autres. Retour au plateau. Irène a disparu, mystérieusement. Un couple la remplace. Ils ne sont pas grimés, du moins pas officiellement. Ils portent des vêtements étranges, certes, pleins de ces suggestions des personnes auxquelles ils aimeraient ressembler sans y réussir, d'où l'impression d'étrangeté. Leurs visages sont absolument différents. Seul point commun, ce mouvement des chairs vers le bas, notable. Le présentateur les regarde, leur sourit doucement et commence. Nous sommes maintenant avec Joseph et Malika, qui vont nous raconter leur histoire. Joseph et Malika envoient d'emblée des signes de panique évidentes et déglutissent lourdement en chœur. Le modérateur de service reprend. Irène vient de nous livrer son témoignage poignant, et Marie-Claude, notre psychologue adorée, nous a donné les premières clés pour comprendre ces vies brisées, sous les yeux complètement déroutés de leurs propriétaires. Nous y voyons maintenant un peu plus clair pour entendre la mésaventure de nos deux invités, plus complexe et plus passionnante aussi. Si vous permettez, je vais résumer aux téléspectateurs ce qui vous est arrivé. Les deux têtes opinent. Comme Irène, vous occupez tous deux vos vies à celles des autres ? Joseph, vous êtes infirmier et Malika, vous êtes bénévole au sein d'une association caritative que je n'ai pas le droit de citer à cause de la loi sur la concurrence, vous le savez. C'est important de vous situer dans vos activités socio-professionnelles parce que, comme vient de nous l'expliquer Marie-Claude, aujourd'hui notre émission est consacrée aux personnes incapables, non pas d'aider autrui mais d'aider leurs proches. Quel drôle de problème, n'est-ce pas ? Reprenons et droit au but. Nos deux témoins vivent un drame. Leur fils unique a disparu. Il a disparu à l'âge adulte, fondu dans son mystère. Il a disparu aussi pour ne plus les voir. Le Gus fait une pause. Son speech est parfait, il savoure. Les deux ozos ne clignent plus des yeux, ils sont scotchés. Et l'animateur perce. Je me permets de résumer votre cas qui, raconté, est finalement tellement banal. Votre fils a disparu parce qu'il a fait des choix que vous n'avez pas aimés, ensuite pas compris et finalement combattu. Ce qui n'a rien changé à sa détermination. Oui, ça arrive souvent. Surtout lorsque l'on sait que votre fils était, on ne sait pas, artiste. Léger mouvement de la tête vers le haut. Ni chanteur ni écrivain, il était plasticien. Nous allons faire simple pour nos auditeurs. Un plasticien est le descendant du peintre, croisé avec le sculpteur et génétiquement modifié avec tout un tas de pratiques dites artistiques comme la photographie par exemple. Nous l'appellerons Pablo, par commodité. Le prénom a été modifié bien sûr pour protéger sa mémoire. Battement de paupières. Nous allons justement regarder un petit reportage sur son travail, document exceptionnel réalisé par notre équipe qui éclairera ainsi nos lanternes en matière d'art contemporain.
reportage était affligeant et explicite. Le jeune homme était un artiste professionnel, tout ce qu'il y a de banal, travaillant à son œuvre sérieusement, rencontrant régulièrement ses pairs et ses impairs, postulant à des prix, résidences et bourses, exposant peu en France, beaucoup à l'étranger, la routine. Tout était pourtant présenté comme étrange et confus, complexe et abscon, alors qu'il n'y avait rien de plus con. Le gamin bossait, il ne gagnait pas sa croûte. Parce que c'est comme ça qu'on faisait à l'époque avec cette catégorie-là d'artistes, on ne les payait pas. Pour tout un tas de raisons bien huilées, et les inspirer, trouver on ne sait comment les moyens de continuer de créer. Tous les interrogés du reportage étaient en tout cas formels, le type était formidable, généreux, et son travail puissant, une perle. Et il ne gagnait pas sa vie. À l'époque, l'idée d'un revenu universel et inconditionnel faisait pouffer dans les chaumières. La France était très en retard et un RSA était considéré comme une espèce de luxe pour écerveler. C'était bien avant la loi sur l'interdiction internationale de vente des œuvres d'art pour la protection des auteurs, évidemment. Alors, Pablo ne gagnait pas sa croûte, mais il réussissait toujours à faire avancer ses projets, zigzagant entre les bons contacts et les dégénérés du slip, entre les bons mécènes et les esclavagistes en herbe. Mais ses parents n'y comprenaient rien. Rien de rien serait plus juste que Pouic. Les gros yeux ronds et ahuris qui leur servaient de neurones ouverts sur le monde en témoignaient eux aussi. Et Malika d'ouvrir le bal de leur témoignage en live, fébrile. Elle n'avait jamais rien eu contre les artistes. D'ailleurs elle-même, elle avait fait plusieurs stages d'artisanat où elle avait appris à construire des boomerangs et des pipeaux. Mais elle avait aussi toujours pensé qu'il ne fallait pas faire ça, il ne fallait pas poursuivre dans une voie comme ça, sans issue, à faire du tracas à tout le monde, c'était de la folie. Et d'être au crochet des autres comme ça tout le temps, c'était de la folie. Il fallait être raisonnable et travailler. Enfin, bien sûr, avec tout ce chômage, elle savait bien que c'était pas facile pour les jeunes. Son fils était très doué, très très doué même. Il aurait pu faire n'importe quoi d'autre, au lieu de prendre ses proches en otage. Mais il était si têtu et capricieux même. Elle lui avait dit. Oui, on n'en doutait pas, elle avait dû lui dire et lui redire tout ça. Justement, à remettre le couvert de son histoire, Malika était chaude, très chaude maintenant. Et le playboy de plateau de la faire revenir d'un coup de manche bien senti. Oui, Malika, allez-y, dites tout ce que vous avez sur le cœur, chauffe Marcel. Saisie à vif, elle reprit de plus belle et de plus laide. Pablo avait toujours été comme ça, tout petit déjà, à se bloquer sur ses idées, à s'obstiner. Oui, il s'obstinait, complètement déconnecté de la réalité avec ses visions délirantes, un dingue. Qu'est-ce qu'il a pu nous emmerder? Et puis ses illuminations, sa joie de vivre incontestable, fallait voir. Sa majesté Pablo, fallait toujours sauter au plafond avec lui. Pablo la rareté, Pablo l'exception, bref, on l'aura compris. Malika enrage, exulte, elle ne sait plus trop bien. C'est que ça lui a fait un bien fou de sortir toute cette sale histoire. Alors elle délaye jusqu'au fond de la culotte l'intimité du pauvre môme dont le plus gros défaut est apparemment d'aimer la vie à en crever. Mais le bouchon a sauté, Malika est totalement décapsulée. On ne comprend plus très bien ce qu'elle dit. Des bribes de phrases surgissent. Le spectacle est bien sûr tout à fait sidérant. À nous faire la nique avec ses voyages et ses expos et ses rencontres et ses trouvailles, sale connard qui se la pète. Oui, toujours mieux que tout le monde, bouffon, dégénéré, fils de pute. Et Joseph de rester muet. Et ça devient un peu flippant. On ne sait pas trop quel modèle de cocotte minute peut contenir ce genre de type qui a perdu son fils et à qui il reste une femme à qui il manque sensiblement des cases vitales. Et la psy vient à leur rescousse. Le présentateur respire un peu parce que le bilboquet avec cette folasse l'a follement amusé, certes, mais il a un peu flippé devant la force de la montée. Bien que fils de pute, c'était franchement une perle. Il passerait sûrement au zapping, il n'en demandait pas tant.
Joseph, Joseph. Malika, Malika, votre histoire est terrible et nous sommes très très touchés de l'entendre aujourd'hui. Quand nous sommes habités si fort par nos contradictions, il devient pratiquement impossible d'en parler. Nous ne sommes plus que ces fétus de paille ballottés par nos paradoxes et nous voguons vers une misère certaine. Or, Joseph, Malika, c'est bien de la misère de votre fils que nous parlons aujourd'hui. Celui que vous avez laissé dans la merde, comme on dit, pour qu'il apprenne, qu'il comprenne, qu'il cesse s'enfoncer, s'enfantillage. Bien sûr, comme vous l'avez toujours entendu autour de vous, de vos parents, de vos grands-parents, il ne faut pas se laisser tyranniser par les caprices de nos enfants. Oui, vous avez été d'excellentes personnes, toujours le cœur sur la main, très dévouées, pourvu qu'il ne s'agisse pas de votre fils, votre propre fils. Je vous vois vous tortiller sur vos fauteuils, ce qui est toujours mieux qu'une vraie chaise. Oui, ce que j'avance là peut mettre très mal à l'aise. Comment expliquer que l'on aide tous les jours des personnes que l'on ne connaît pas, ou à peine? Pendant qu'on décide très sûr de soi d'abandonner son enfant dans l'indigence, et d'une décision collégiale et familiale? Surtout, attention, avez-vous dit à tout son entourage, n'aidez pas Pablo, il vous manipule pour vivre ses rêves, sa mégalomanie vous perdra? Ne me regardez pas comme ça, Joseph. Ce ne sont évidemment pas vos mots, je traduis avec mon langage de spécialiste vos actes lâches pour nos téléspectateurs, qui à coup sûr ne mesurent pas la misère intérieure intense qui vous étreint pour avoir fait une chose pareille et vous jugent, et peut-être même vous condamne. Dieu les pardonne à cet instant même. Reprenant sa voix d'audience plus grave, dans tous les sens du terme encore. Aux États-Unis, de bonnes âmes vont dans les couloirs de la mort interroger ces serial killers à qui personne ne peut plus parler, pour comprendre. Pour comprendre, toujours comprendre. C'est cette même quête de vérité qui nous a poussés à vous recevoir aujourd'hui, à vous donner la parole, à vous tous qui souffrez du syndrome de mime, incapables de donner assistance à vos proches en danger. Mieux, en organisant leur bannissement social et leur exil. Tout ça est tellement fou, tellement complexe et passionnant. N'est-ce pas, Jean-Michel? Ne vivons-nous pas une époque passionnante? Merci, répond d'un seul homme Jean-Michel, non content de voir sa collègue s'arrêter dans sa tirade un peu limite. Merci Marie-Claude, nous marquons une nouvelle courte pause, le temps de laisser à Joseph et à Malika de quoi reprendre leurs esprits. L'extraordinaire histoire du syndrome de Mime, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain. Émilie Dinuncio-Joly, Michel Le Floch et toute leur tribu des clochards célestes vous remercie pour votre aimable attention. Salut!